Bon, de quoi allons-nous parler dans cette vidéo? Cette vidéo a deux buts principalement. Premièrement, je voulais vous informer d'une nouvelle chaîne de reconditionnement de la douleur qui s'intitule The Mindful Gardener. C'est en anglais. Je sais qu'il y a des gens qui écoutent ma chaîne qui savent parler anglais à différents degrés. Je sais qu'il y a des gens qui se forcent et qui regardent les vidéos en anglais avec les sous-titres français, même s'ils ne savent pas parler anglais. Et je sais aussi qu'il y a des gens qui ont essayé et qui détestent et qui ne sont pas capables de suivre. Ils n'en retirent pas assez pour que ça en vaille la peine. J'espère que cette vidéo sera quand même utile pour vous. Je vais essayer de ne pas trop vous dire ce que je pense de cette chaîne, pour ne pas vous donner un biais, une préconception. Vous pouvez vous faire votre propre idée. Je n'ai pas exploré cette chaîne en détail. Lorsque je vous parle principalement de trois chaînes, celles de Tanner Murtaugh, Jim Prusak et Dan Buglio, je les ai explorées en profondeur. Je connais vraiment bien l'ensemble du message et je peux les recommander chaudement. Je n'ai pas encore exploré cette chaîne en profondeur, mais je voulais quand même vous en parler parce que je ne l'explorerai jamais en profondeur. Ça n'a plus de but pour moi écouter autant de vidéos de reconditionnement de la douleur et certains sont très longs dans cette chaîne. C'est principalement deux individus, un homme et une femme, et ils ont un style très particulier. Ce n'est pas pour tout le monde. L'homme a utilisé l'expression, est-ce que je l'ai dit moi-même? Cock block. Your brain is cock blocking you. Il l'a dit. Il l'a dit une fois, si j'ai bien entendu, oui, il l'a répété à plusieurs reprises, intraduisible. Je n'essaierai même pas de traduire cette expression. Il a dit ça. La femme est étrange aussi. Mais je voulais quand même vous en parler parce que, dans mon expérience, c'est toujours bon d'entendre une nouvelle personne parler du reconditionnement de la douleur. Des fois, ils vont dire quelque chose d'assez similaire à ce que vous avez déjà entendu, mais avec un angle légèrement différent. Ça va vous frapper d'une nouvelle manière. Ça va faire des nouvelles connexions. Vous allez comprendre. Ah oui, ok, je ne l'avais jamais vu tout à fait comme ça. Donc c'est toujours bon. Les deux, évidemment, sont des histoires de succès, si on veut. Ça va être justement le deuxième thème de cette vidéo. Leur relation à l'histoire de succès, avec laquelle je ne suis pas d'accord. Donc je vous recommande cette chaîne. Pour faire votre propre idée. Je l'écoutais l'autre jour et la dame disait que elle ne veut pas avoir d'histoire de succès sur sa chaîne, à moins que la personne n'a plus de symptômes depuis plusieurs années. Je crois qu'elle a dit 2, 3, même 4 ans. Parce que on voit souvent des histoires où les symptômes reviennent et donc ce n'est pas des vraies histoires de succès selon elle. Et je ne suis pas d'accord avec cette vision, mais pas du tout. Hein? Donc moi, quand j'ai fait une histoire de succès, par exemple, avec Tanner Murtaugh, j'ai été très clair au début, quand on parlait, avant de faire l'interview. Je lui ai dit, j'ai encore des symptômes des fois. Est-ce que c'est un problème pour toi? Il dit, ben non, c'est ça, c'est plus réaliste, tant mieux. Il était content. Je lui en ai parlé avant, j'en ai parlé pendant l'interview. J'ai encore des symptômes des fois. Ce n'est pas un problème dans ma vie. Et donc cette vision, je vais l'appeler la vision d'être rétabli à 100%, est vraiment contre-productive dans mon estimation. Ce n'est pas quelque chose qui va vous aider, cette idée. Je veux me rétablir à 100%, c'est basé sur la peur. C'est basé sur cette idée, je veux atteindre un point où je n'aurai plus jamais mal, il n'y aura plus jamais de symptômes, je vais me débarrasser des symptômes à tout jamais. À tout jamais, je n'en veux plus. Vous voulez vous débarrasser des symptômes. Pour moi, c'est basé sur la peur, cette idée de se rétablir à 100%. Qu'est-ce que ça veut dire? L'individu moyen psychosomatise
Je vous donne un exemple de ma propre vie. Ma grand-mère vient de se casser la hanche. Elle a 91 ans. Elle habitait encore dans son condo. Wow! Elle était indépendante. Et là, ils lui ont donné le choix à soins palliatifs ou opération risquée. Elle s'est fait opérer. Ma mère habite à Montréal. Elle a dû passer la semaine à Québec. Ça a été une semaine difficile, beaucoup de grosses émotions. Elle revient à Montréal dimanche soir, dans la voiture, nausée, début de migraine. Elle arrive chez elle, ne soupe même pas, c'était l'heure du souper, ferme les rideaux, va se coucher, Tylenol, nausée, migraine. Si vous écoutez ma chaîne, j'espère que vous êtes capable d'identifier la phase, le stade TMS. J'ai une vidéo sur les 4 phases, les 4 stades du TMS. J'espère que vous pouvez l'identifier. C'est celui où on fait ce qu'on a à faire, on force, on refoule, on réprime. Des fois, c'est au travail, comme ça, il y a un gros dossier. On refoule, on réprime, on repousse les choses comme ça. Et là, finalement, le gros dossier est terminé. Peut-être qu'on est en vacances. On peut en faire relaxer. Et là, tout ça remonte. Tout ça remonte. Symptômes. L'individu moyen psychosomatique, mais ça vient et ça va. Maintenant, ma mère est correcte. Elle a simplement eu une nausée et une migraine pendant une journée et demie. Donc, l'individu moyen psychosomatise. Cette idée d'être à 100% est complètement ridicule dans mon estimation. Ce qu'on veut adresser ici dans ma chaîne, en tout cas, c'est les symptômes chroniques. Qu'est-ce qui est drôle aussi dans la société, c'est qu'on reconnaît le lien émotionnel avec les migraines, parfois avec certains troubles digestifs. On reconnaît ça. Ah oui, une grosse journée stressante, des grosses émotions, un mal de tête. L'individu moyen est prêt à aller jusque-là. Ou les problèmes digestifs. Oui, je suis capable, tant que ça se tient dans cette zone-là. Mais dès qu'on s'aventure plus loin, un mal de coude. Un mal de coude psycho-émotionnel. Ah non, là, tu vas trop loin. Tu vas trop loin. Ils ne sont pas prêts à faire le saut. Ils sont prêts à faire le saut avec ici, mais là, un mal de genou. Attends, tu as eu une grosse semaine stressante, des gros dossiers, puis là, c'est finalement fini. Tu as un mal de genou. Un mal de genou psycho-émotionnel. Non. Je ne suis pas prêt à faire le saut. Tu vas trop loin. C'est comme ça dans notre société. J'espère qu'en écoutant ma chaîne, vous êtes capable de passer par-dessus cet obstacle, de faire le saut, oui. Oui, un mal de genou psycho-émotionnel. Donc, l'individu moyen psychosomatise. Dans la dernière vidéo, je vous parlais du débat entre Dan Buglio et Tanner Murtaugh, même s'il ne se nomme jamais spécifiquement. On sait de qui il parle. Les deux ont des histoires de genre, c'est souvent à l'hôpital. Dan Buglio nous dit que quand sa mère était à l'hôpital, il a eu mal à la jambe pendant plus d'une semaine, je crois, si je me souviens bien, c'était entre 7 et 10 jours. Sa mère était à l'hôpital, il a eu mal à la jambe. Tanner Murtaugh a une histoire similaire. Un de ses enfants était à l'hôpital, la douleur est revenue. C'est l'une des plus grandes épreuves dans la vie d'un humain, un enfant à l'hôpital. Les symptômes peuvent revenir. Donc, vraiment éliminer cette idée de se rétablir à 100%. Personne n'est à 100%. Ça fait partie de la vision noir et blanc de la santé et de la maladie. Il y a des gens en santé, blancs, et là d'un coup ils viennent malades, noirs. Non, c'est un spectre, la maladie. Dès qu'on on commence à mourir. C'est gris, ce n'est pas noir ou blanc. Donc vraiment enlever cette idée de se rétablir à 100%. Et pour avoir une histoire de succès, il faudrait que la personne n'ait pas eu de symptômes depuis 3-4 ans. Dans mon estimation, totalement absurde. Si ça revient, ce n'est pas un problème. Pas un problème. Donc la personne qui m'a parlé de cette chaîne est quelqu'un justement qui est pris dans cette espèce de débat que je mentionnais dans la dernière vidéo
entre le reconditionnement de la gloire étroite et là, cette idée qu'il va peut-être falloir adresser des traumatismes. Et là, il panique à chaque fois qu'il est exposé à cette information. Oh, il va peut-être falloir adresser des traumatismes. Et là, il va voir... Ah, je ne sais pas si vous pouvez entendre. Il y a des bruits de construction. J'ai décidé de faire la vidéo même s'il y a des bruits de construction. On va en parler, ça. Par rapport à la chaîne de Mindful Gardener, justement. Là, ça se peut que ça soit difficile pour moi de me concentrer, mais je voulais faire la vidéo même s'il y a des bruits de construction. Ça va faire partie du processus de cette vidéo. Donc, cette personne qui m'a informé de cette nouvelle chaîne, voulait connaître mon opinion, va commencer à voir quelqu'un, une thérapeute qui a un doctorat en psychologie et elle fait Pain Reprocessing Therapy et Emotional Awareness and Expression Therapy. Et il m'a dit qu'elle a eu beaucoup de symptômes, elle est plutôt rétablie, mais elle n'est pas encore à 100%. Moi, je lui ai dit, dans mon estimation, ça c'est bon. Quelqu'un comme ça qui n'est pas à 100%. Parce que ça va t'enlever cette espèce d'impression que il y a des gens qui atteignent un niveau de... J'espère que vous me voyez venir avec le mot. J'espère que c'est un mot que vous avez entendu souvent dans ma chaîne. Perfectionnisme. C'est quoi cette idée qu'on peut être à 100%? C'est du perfectionnisme. C'est la perfection. La perfection n'est pas de ce monde. Moi, c'est comme ça que je vois ça de plus en plus. Cette idée d'être à 100% perfection. Cette personne a été harcelée dans son adolescence. Donc ça peut être justement des traumatismes qu'il faut adresser. Je viens de lire un livre, un classique, Trauma in Recovery, de Judith Herman. Et elle nous dit que ça peut être comme une spirale quand on a eu des traumatismes. L'image de la spirale revient souvent. Et c'est ça justement l'image de la spirale, quelque chose qui revient. Prenons un exemple plutôt simple, parce qu'il n'y a pas que le traumatisme, il y a évidemment le traumatisme complexe, maintenant ils nous disent, et le traumatisme développemental, du développement, plus complexe. Mais là, prenons un exemple simple, vous avez subi un traumatisme quand vous avez l'âge de 8 ans. Vous faites de la psychothérapie, vous adressez le traumatisme, vous rétablissez, les symptômes disparaissent. Et là, vous recommencez à faire confiance à la vie, au point où vous avez votre propre enfant. Et là, votre propre enfant atteint l'âge de 8 ans. Ouh, ça ramène des choses. Symptômes. Ce n'est pas un cercle. Ce n'est pas un retour comme ça au même niveau. C'est une spirale, la guérison. Hein? Oui, il y a un retour, mais à un niveau plus haut. Et là, vous pouvez réintégrer le traumatisme, pas au même niveau comme ça dans un cercle, à un niveau supérieur. C'est une spirale. Et là, ça se peut qu'il y ait quelque chose d'autre qui se passe. Et là, ça revient. Et vous allez l'intégrer ou le réintégrer à un niveau supérieur. Ce n'est pas qu'un cercle. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne, le traumatisme. Ça se peut que ça revienne. Hein, un gros traumatisme à l'âge de 8 ans. Votre propre enfant atteint l'âge de 8 ans. Pensez-y. Ça se peut qu'il y ait quelque chose qui réémerge. Ce n'est pas un problème. C'est un appel à faire un nouveau travail. Peut-être plus profond, justement, ou plus haut, à un niveau d'intégration plus élevé. Intéressant. Donc, cette idée d'avoir une histoire de succès, ça doit faire 4 ans que tu n'as pas de symptômes, sinon ce n'est pas une vraie histoire de succès, pour moi, est complètement absurde. Et ça peut vous bloquer même dans votre rétablissement. Cette idée de vouloir être à 100%. En même temps, faire attention aussi aux stratégies de gérer les symptômes. Ah, vous ne réussirez jamais à vous débarrasser des symptômes, à éliminer les symptômes. Donc, juste apprendre à les gérer. Ça serait l'autre extrême. Ce n'est pas ça dont je parle. Moi, je constate que je suis rétabli. Pourquoi? Parce que j'ai des longues périodes comme ça avec 0 sur 10. C'est ça le rétablissement. Et là, des fois, il y a des petits hey, ho! Des fois, il y a des petits symptômes. Comme
ma mère a eu en fin de semaine. Symptômes émotionnels. Normal, pas un problème. Hein? J'essaie vraiment d'être transparent avec ça. J'ai été transparent dans mon histoire de succès avec Tanner Murta. Je suis transparent dans ma chaîne. J'essaie d'être le plus... Des fois, je pense que je suis trop transparent un peu. Et vous voyez, à travers moi, peut-être qu'il faut se garder une petite gêne aussi. Trop transparent. Donc, je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit sur cette chaîne, surtout cette idée du 100%. Hein, c'est au jour le jour, le reconditionnement de la douleur. C'est arrêter aussi de mettre ça dans le futur. Un jour, de plus en plus amener le futur dans le présent. Je suis déjà correct, même s'il y a des symptômes, même s'il y a du bruit. Et là, on va en arriver au bruit, justement. Quelle est l'essence du message de la chaîne de Mindful Gardener? Elle en revient souvent au même message. Son outil principal est ce qu'elle appelle allowing. Permettre. Plus que l'acceptation, elle dit, c'est permettre. Permettre aux émotions de faire ce qu'elles ont à faire. Permettre aux symptômes de faire ce qu'ils ont à faire. C'est ce que j'appelle, moi, dans ma chaîne, sentir pour guérir. C'est à peu près un équivalent. C'est plus que du repérage somatique. Et un autre point où on n'est pas d'accord, elle, c'est ce qu'elle nous dit, c'est que l'indifférence peut être contre-productive dans le reconditionnement de la douleur. C'est comme du déni. Ah, j'ignore les symptômes, je ne m'occupe pas des symptômes. Et c'est pour ça que je voulais faire une vidéo en plein milieu du bruit. Que fait-on avec ça? Ce bruit représente les symptômes. Est-ce que j'essaie de faire la vidéo comme ça, sans m'en occuper? Ça serait l'équivalent de l'indifférence. Dans mon expérience personnelle, oui, il y a une grosse place pour l'indifférence. On ne peut pas faire ce qu'elle appelle allowing à longueur de journée. On ne peut pas sentir pour guérir à longueur de journée. Comme elle dit souvent, vous n'êtes pas Bouddha, vous n'êtes pas Siddhartha. Vous n'êtes pas capable d'être dans cet état constamment. Permettre, sentir pour guérir. Donc, dans mon expérience, il y a une grosse place pour l'indifférence dans le reconditionnement de la douleur, mais il y a une grosse place aussi pour ce qu'elle appelle allowing, ce que moi j'appelle sentir pour guérir. Il y a plusieurs moments dans la journée, peut-être que je vais donner des pourcentages, mais j'hésite, c'est un peu trop rigide, mais il y a des moments dans la journée où il faut porter attention à ces choses. Donc, on se ferme les yeux comme ça, on respire. Et là, on permet à ces choses de s'exprimer. Et là, évidemment, quand j'essaie de le faire, ils arrêtent le bruit. C'est comme quand on amène la voiture au mécanicien. Évidemment, elle ne fait plus le bruit. Elle ne fait plus le bruit. Ah, tiens, le voilà. Donc, c'est assez aigu. On dirait que c'est comme un petit marteau-piqueur dont ils se servent pour défaire de la tuile, j'ai l'impression. Ah, là, il vient de l'éteindre et au lieu d'être aigu et haut, c'est devenu, au lieu de faire bzzz, ça fait. Ah, et là, c'est plus grave. Dans un registre plus grave, on dirait, plus bas. Je suis frustré par ce bruit et il commence sérieusement à m'irriter. Ça commence à m'énerver, c'est comme ça depuis ce matin.
Et là, non seulement on reste avec le bruit, on reste avec notre frustration. Je suis frustré par le bruit. Il y a même un autre bruit au lien d'une souffleuse, je crois. Une souffleuse à feuilles, leaf blower. Un genre d'aspirateur. On peut essayer de jouer avec notre perception. C'est comme une symphonie. Au lieu de voir ça comme du bruit, on peut voir ça comme de la musique. Il y a des concertos pour violon, il y a des concertos pour piano. Ici, ça serait concerto pour outils électriques. C'est comme de l'art, c'est comme de la musique d'avant-garde. Très avant-gardiste. Très en avance sur son temps. Mozart n'a plus qu'à aller se coucher. Miles Davis n'a plus qu'à rester dans sa tombe. Et on ressent ça, avec le plus d'ouverture possible. Et on se dit que c'est bon pour moi ressentir ça. C'est bon pour moi en ce moment d'entendre ce bruit, de ressentir ma frustration par rapport au bruit, au lieu de l'ignorer, essayer de l'ignorer constamment comme je fais depuis ce matin. On y porte attention. On permet, en restant le plus ouvert possible. Et donc, quand je repense à mon processus, j'alternais constamment entre l'indifférence et ressentir, permettre. Je dirais que l'attitude principale est l'indifférence. Mais il y a vraiment des moments pour ressentir, pour écouter ces bruits, ressentir nos émotions, ressentir nos hauts niveaux d'activation, ressentir nos symptômes. Pas comme dans le repérage somatique où c'est quelque chose qui n'est pas dangereux, mais comme quelque chose que j'ai besoin de ressentir. Elle parle beaucoup de l'ombre, comme Jung, dont j'ai beaucoup parlé à travers Stephen Ray Ozanich. C'est des choses qui viennent de notre ombre et qui essaient de refaire surface. Et là, on permet, on les laisse faire, on laisse ces choses remonter. Et on peut être frustré, on peut être irrité, on peut avoir peur. Le but, je crois, c'est de ne pas être frustré par notre frustration. Le but, c'est de ne pas avoir peur de la peur. C'est la peur de la peur qui nous emmène dans la spirale, qui crée le problème. Mais on peut être frustré, on peut avoir peur et on peut rester comme ça, ouvert avec notre frustration et notre peur et le bruit et les symptômes. Évidemment, ça c'est très important de le mentionner, il y a des moments de la journée qu'on va juste être frustré par notre frustration et on va être terrifié par notre propre peur. Et ça, moi, ce que j'ai découvert, c'est qu'il n'y a pas de 100% dans ce cas-là non plus. Si on est capable de cultiver l'indifférence avec des moments où on ressent, où on permet, à plus de 50%, les choses vont commencer à pivoter pour vous. Et si on réussit à atteindre le 75, 80, 85, est-ce que j'ose le dire, 90%, c'est là vraiment que les choses vont tourner pour vous. Donc, si on reste avec du 80%, ou 80% du temps, on est soit indifférent, ou soit dans cette espèce d'ouverture, cet esprit d'acceptation, non, pas l'acceptation, cet esprit de
permission, où on permet à tout de couler à travers nous, il y a quand même un gros jeu, il y a une grosse marge d'erreur, on pourrait dire. J'aime pas ça appeler ça une erreur, mais il y a un 20% du temps où vous pouvez être frustré par votre frustration, avoir peur de la peur. Moi, j'ai toujours trouvé que la marge d'erreur était énorme, 20%. On pourrait dire que c'est presque un cinquième de votre journée. Un cinquième de votre journée. Vous pouvez faire une erreur ou échapper la balle. Ah, j'en peux plus, j'en peux plus. Moi, j'ai toujours trouvé que la marge d'erreur était très grande. Évidemment, au début du processus, c'est l'inverse. Vous passez 80% du temps dans la peur de la peur, l'irritation de votre irritation. Il faut inverser, évidemment, cette relation. Mais elle, dans cette chaîne de Mindful Gardener, elle dit que l'indifférence peut être contre-productive. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec ça. Mais je suis tout à fait d'accord avec la technique qu'elle décrit, qu'elle appelle allowing. Elle dit oui, on peut de plus en plus faire des longues sessions. Si vous êtes au début du processus, vous le faites petit peu par petit peu, parce que c'est beaucoup pour votre système nerveux. Elle dit des fois qu'elle le faisait des centaines de fois par jour. Des centaines de fois par jour. Là, je repensais à mon processus et je me disais, oui, en effet, moi aussi, je le faisais des centaines de fois par jour. Des fois, des petits 15-20 secondes. Hein, on attend en ligne, quelque part. On est à la banque, on attend en ligne. Ah, permettre. Sentir pour guérir. Tout ce qui se passe, c'est bien, c'est correct. Je ne bloque rien. J'accepte tout. C'est plus qu'accepter. C'est bon pour moi de sentir ça. C'est bon pour moi d'entendre ce bruit en ce moment. Un autre aspect de sa chaîne avec lequel je ne suis pas d'accord, je vais peut-être finir avec ça, c'est qu'elle dit qu'il y a des phases, des stades, au sens où quelqu'un qui a des gros symptômes graves depuis des années est un peu au stade 4. Quelqu'un qui a commencé à avoir mal au coude comme ça depuis 7 mois est comme au stade 1. Il peut faire le petit reconditionnement de la douleur étroit, ils l'ont attrapé à temps, c'est bien, c'est facile. Mais là, quelqu'un qui est au stade 4, eux, il va falloir qu'ils fassent un plus gros travail. Il va falloir qu'ils ressentent plus de choses dans ce qu'elle appelle allowing, hein, petit peu par petit peu, jusqu'à temps que vous êtes capable d'agrandir votre fenêtre. Et moi, d'après mes lectures, je suis un peu contre cette vision, parce que j'ai lu tant d'histoires de gens qui semblaient être dans ce qu'elle appelle le stade 4, c'est-à-dire une liste de 37 symptômes depuis des années, et ils s'en sortent relativement rapidement. Et il y a cette fameuse personne qui n'a qu'un mal, un mal aux 2 coudes depuis 7 mois. On prend beaucoup de gens, c'est le trapèze. Hein? Quelqu'un qui a mal au trapèze comme ça, depuis presque 1 an maintenant, dit ah, c'est tout, ah, tu l'as attrapé à temps. Tu n'auras pas un aussi gros travail à faire que la personne qui est en fibromyalgie, comme ça, que la fatigue chronique, douleur chronique, moi c'était brouillard cérébral, j'avais plein de symptômes. Ça va être plus facile pour toi que pour cette personne-là. Je suis contre son système de phase, de stade. Parce que il y a des gens aussi qui c'est juste ça, ils ont mal au trapèze depuis 1 an et ça va être plus long pour eux que pour la personne qui a 37 symptômes depuis 8 ans. C'est comme ça. Moi, c'est ça que j'ai lu. Et dans ce processus, ce que j'ai découvert, c'est que je me suis imposé beaucoup de barrières artificielles. C'est très important pour moi de n'imposer aucune barrière artificielle pour les gens. Si vous avez 37 symptômes comme ça depuis des années, oui, c'est très possible, soyons réalistes, très possible que ça prenne plus longtemps que la personne qui a mal au coude ou au trapèze comme ça depuis moins d'1 an. Très possible. Mais ce n'est pas nécessairement inévitable. Donc, ne jamais mettre une fausse frontière qui n'a pas besoin d'être là nécessairement. Moi, dans mon processus, je l'ai remarqué, je me suis imposé plein de fausses frontières.
Je pouvais seulement aller jusqu'où j'étais prêt à croire. Et c'était ma propre croyance qui créait la frontière. Donc je trouve son idée des stades dangereuse si c'est trop dogmatique. Mais soyons réalistes, c'est vrai que la plupart du temps, oui, ça peut prendre plus de temps. Quelqu'un qui a 37 symptômes depuis plus de 8 ans, ça va peut-être être plus long un peu comme processus. Donc, quelle est ma conclusion? Si vous parlez anglais ou si vous êtes prête à regarder les chaînes anglaises avec des sous-titres, je vous recommande cette chaîne. Elle dit des choses intéressantes. Mais ce n'est pas une chaîne que je peux recommander à 100% comme celle de Tanner Murtaugh, Jim Prusak et Dan Buglio, où je peux vous garantir que ça marche pour certaines personnes parce que ça a marché pour moi. Je ne peux rien garantir avec cette chaîne. C'est une chaîne intéressante. Comme je le dis toujours, comme je le répète toujours, il faut répéter le message. Et lorsqu'on relit le même livre constamment, le cerveau devient fatigué d'entendre les mêmes mots dans le même ordre. Et lorsque c'est toujours la même personne qui vous en parle, ça devient un peu trop répétitif justement. Et ça prend... C'est toujours bon d'avoir une espèce de... un élan de fraîcheur comme ça, une nouvelle personne qui en parle. Et des fois, ils disent à peu près la même chose, mais le fait que c'est légèrement différent déjà nous aide. Et en plus, dans cette chaîne, elle dit des choses que je n'ai entendues sur aucune autre chaîne. Des fois, elle se met à parler de physique quantique. Et là, peut-être, oui, par-ci, par-là, mentionner la physique quantique, mais pas besoin de parler de choses aussi profondes tout le temps. Des fois, elle se perd, je trouve. J'espère que je ne me perds pas. J'essaie toujours de rester dans l'essentiel du reconditionnement de la douleur. Ne pas trop me perdre dans la physique quantique. Mais je vous recommande cette chaîne. Et si évidemment vous ne voulez absolument pas regarder les chaînes anglaises avec des sous-titres, j'espère que cette vidéo a été utile au sens où même si vous êtes ce qu'elle appellerait stade 4, vous avez 37 symptômes depuis des années, ça peut aller vite. Ne pas vous mettre de fausses limites comme ça. Et vraiment se débarrasser de cette idée de se rétablir à 100%. Regardez autour de vous, personne n'est à 100%. Ça n'existe pas, c'est du perfectionnisme. Perfectionnisme. Ah, c'est de la peur. Je veux me débarrasser des symptômes à tout jamais. Je ne veux plus jamais qu'ils reviennent. Perfectionnisme. Peur. Les symptômes peuvent revenir. Ce n'est pas un problème. 33 minutes. Mais le message central de la vidéo, je crois, vraiment central, c'est pour ça que j'ai choisi de le faire en plein milieu du bruit, c'est que selon moi, et contrairement à ce qu'elle dit, il y a une grosse place à l'indifférence. C'est l'attitude principale à cultiver. Si on veut dire 60-70% du temps, en arriver à devenir indifférent aux symptômes. Évidemment, ça n'arrive pas du jour au lendemain. On panique, on a peur, on apprend à se rassurer calmement, on apprend à devenir indifférent. Et là, on a le fameux moment AA, le fameux moment Eureka, où on réalise qu'on est déjà correct au milieu des symptômes. Au milieu des symptômes. Au milieu du bruit. Ce n'est pas un problème, ce bruit. C'est une manifestation de la vie. Et donc, moi, c'est ça que j'ai découvert. À 60-70% du temps, je cultivais l'indifférence, mais plusieurs fois par jour, des petits moments de plus en plus longs et des longues sessions, surtout le soir, je faisais ce qu'elle appelle allowing, ce que moi j'appelle sentir pour guérir, où on écoute le bruit qui représente ici les symptômes. Et non seulement ce n'est pas un problème, mais c'est quelque chose de bon pour moi. C'est la vie qui se manifeste, c'est ça qui se passe aujourd'hui. Je suis dans un condo. Quand on habite dans des condos, il y a des gens qui réparent les condos avoisinants. Et là, ils utilisent des outils comme ça, très bruyants. Et au lieu de voir ça comme quelque chose qui est un problème qui m'empêche de faire des vidéos, on peut tourner les choses comme ça et dire pourquoi ne pas faire une vidéo
sur les symptômes représentés par le bruit. On peut se servir du bruit, on peut se servir des symptômes créativement pour tourner les choses comme ça. Pas juste se dire ce n'est pas dangereux le bruit, ce n'est pas dangereux les symptômes, mais comment je peux tourner ça en du positif. C'est bon pour moi d'entendre ce bruit. Je peux créer une vidéo intéressante, pas malgré le bruit, avec le bruit. C'est vraiment ce pivot-là qui va changer votre relation aux symptômes et qui va permettre à votre subconscient de ne plus les voir comme un danger, qui va permettre, tôt ou tard, comme ça, d'éteindre les symptômes. Parce que vous ne les voyez plus comme une attaque. Pendant longtemps, je me sentais attaqué par les symptômes. Comme ça, attaqué. Attaqué. C'est comme un animal qui m'attaquait. Et là encore, j'ai fait le pivot comme ça. J'ai vu, oh mon Dieu, ce n'est pas une attaque. C'est une défense. C'est un système de défense, les symptômes. Toujours pivoter comme ça. Ce n'est pas une attaque, c'est une défense. Contre quoi ils vous défendent? C'est ça la question. C'est un mécanisme de défense. Les symptômes sont une protection, ils essaient de vous aider. Et là, c'est de voir comment ils essaient de vous aider, de quoi vous protègent-ils. C'est le genre de questions qui doivent émerger. Mais ultimement, c'est vrai qu'on peut parler à notre cerveau. Elle a dit, c'est très limité parler au cerveau, c'est comme parler à un bébé ou à quelqu'un qui est sourd. L'amygdale ne parle pas français. L'amygdale parle juste en émotion, en sensation pure. C'est un peu vrai, c'est limité, comme je dis toujours, parler au cerveau. Mais ne pas dire que c'est inutile. Parler au cerveau, très important. Visualiser, c'est mieux, une image vaut 1000 mots. Visualiser, plus puissant que parler au cerveau. Agir, encore mieux que visualiser et parler au cerveau. Les gestes, les actions parlent plus fort que les mots et les images. Mais l'outil ultime de tout ça, c'est vraiment ressentir. Ressentir pour guérir ce qu'elle appelle allowing. Même si l'attitude principale est l'indifférence, même si c'est pas ça la majorité du temps qu'on fait, le plus important dans mon expérience personnelle et selon cette femme, c'est de ressentir les symptômes. Pas comme dans un repérage somatique où ce n'est pas dangereux, mais où on permet tout comme ça. On ne focus pas. Si on a un symptôme dans le trapèze, dans le repérage somatique, on va dans le trapèze. Comme ça. Et on enseigne à notre cerveau, c'est pas dangereux. Quand on fait ce qu'elle appelle allowing, c'est plus ouvert, c'est presque tout le corps. Et là, votre conscience vous amène quelque chose. Ça, vous dites oui, ça c'est bien. Et ça, ça c'est bien. Ah ça. Ça aussi, c'est bien. J'ai besoin de ressentir ça. Ah mais ça aussi, c'est bien, c'est correct. Tout est correct. Il n'y a aucun problème. C'est même bon pour moi de ressentir tout ça. Bon, j'espère que cette vidéo a été utile, ne serait-ce que pour vous informer qu'il y a une nouvelle chaîne. Mais même si vous ne parlez pas anglais, que vous n'aimez pas les sous-titres, j'espère que cette vidéo a été utile pour explorer certains thèmes différents. J'espère que le son n'était pas trop irritant pour vous, mais en même temps, c'était ça le point de la vidéo. Vous voyez, de plus en plus, je suis habitué et au début, c'était très difficile de me concentrer avec le bruit. Mais là, de plus en plus, je suis capable d'en faire fi. C'est vraiment, il faut s'exercer comme ça, à devenir indifférent aux symptômes. La grande majorité du temps. On a une grosse marge d'erreur pour juste être irrité par notre irritation, avoir peur de la peur. Mais il y a une grosse partie du temps où on sent notre peur, on sent notre frustration, on écoute les sons en se disant c'est bon pour moi. Je vais finir avec cette image. C'est une image qu'elle utilise et qui m'a beaucoup été utile. C'est comme un réservoir un peu.
Imaginez-vous qu'il y a un réservoir comme ça de choses que vous avez refoulées tout au long de votre vie. Et là, plus vous ressentez ces choses-là, plus le réservoir se vide. Moi, j'ai eu cette vision-là un moment donné. J'ai eu la vision du barrage, je défais le barrage, mais j'ai eu la vision du réservoir. Et je devenais excité comme ça de mes symptômes, de mes hauts états d'activation, parce que je voyais ça comme je vidais le réservoir de plus en plus. Ah, ma batterie va finir bientôt. Donc, c'est le signe que c'est la fin ici. La vraie fin. Donc, je devenais excité par mes hauts états d'activation. Comme je l'ai dit dans la vidéo, c'était bon de le faire vers 9h, 9h30 du soir, 10h, toujours à la même heure. Comme ça, votre cerveau devient habitué à l'idée que à cette heure-là, on ressent les choses. Peu importe si les symptômes sont bas ou si les symptômes sont hauts. Quand on fait des repérages somatiques, vous dites ah, 2 sur 10, c'est pas assez pour un repérage somatique, 8, c'est trop. Mais quand on fait ressentir pour guérir, ça ne change rien. C'est 9h30 du soir, je me couche, je ressens. Si un 2, c'est correct, mais moi, je devenais déçu un peu. Et là, vous voyez comment ça tourne les choses. Je devenais déçu par les 2. Ah, juste des 2 d'activation. Je pourrais pas beaucoup vider le réservoir ce soir. Et là, quand il y avait des 8, j'étais excité. Je me disais, oh, je vais vider le réservoir ce soir. Je vais pouvoir vider le réservoir. Oh mon Dieu, oh wow, oh, des hautes activations. Oh wow, le réservoir se vide à vue d'œil ici. Là. Je suis vraiment en train de faire du bon travail. Je ne sais pas si c'est vrai cette vision du réservoir, mais voyez comment ça renverse votre relation aux symptômes. Vous devenez comme excité d'avoir des 8. Wouhou, des 8! Je vais pouvoir vider mon réservoir. Des 2, là, hein, ça vide pas le réservoir bien vite, ça. Mais là, je me couche, je ressens pour guérir, je allow, je permets, comme elle dit, cette dame. Et là, mon Dieu, le réservoir se vide à vue d'œil. C'est comme ces bruits là, de construction, ça vide le réservoir rapidement. Hein? On sent ça. Plus je ressens, plus je permets, moins je résiste, plus ça passe, plus le réservoir se vide.